Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un lundi toujours aussi agréable, le lundi. On aime beaucoup le lundi avec mon meilleur ami, j'ai envie de dire, Philippe David. Merci, ça me flatte beaucoup pour l'instant. Mais ça dure que 3 heures, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Ça va, Cécile? Oui, et vous, comment ça va? Je vais vous avouer que ce week-end, je me suis amusé à regarder des vidéos, des vraies voix, mais uniquement du qui c'est qui l'a dit. C'est vrai? Et j'ai dégoté un niveau de tricherie chez Philippe Bilger qui dépasse tout ce que j'avais imaginé. Et une partialité arbitrale à son endroit de votre part qui m'a rappelé douloureusement le France-Afrique du Sud de la dernière Coupe du Monde. J'arrêterai là. Non, mais écoutez, monsieur, vous préférez des inepties, vous créez l'ombre sur Philippe Bilger et sur moi-même. Oui, jamais Cécile ne favoriserait la gauche. La gauche de la droite, c'est ça. Oui, parce vous êtes à sa gauche, c'est ça. Voilà, c'est ça exactement. Vous avez compris, mon cher Philippe. Oui, mais il m'a fallu du temps. Oui. En tout cas, je ne sais pas si Philippe Bilger triche. Non, il ne triche pas. C'est vous qui dites moins bien les questions. Voilà, il ne les comprend pas quand vous les dites. Je les comprends pas. Et comme vous arbitrez toujours en faveur de mes adversaires, j'en ai assez. Et je trouve que Cécile, si elle pouvait parfois, ça peut lui arriver par inadvertance, favoriser, ça rétablit un équilibre. Je parlais de magouille arbitrale, j'avais donc raison. Écoutez. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est lundi, on démarre sur de bonnes bases. Essayons de démarrer sur des bonnes bases, Philippe David. Bien sûr. Effacez s'il vous plaît. Loyauté, transparence. C'est ça. En tout cas, vous pouvez nous écouter un petit peu partout et nous laisser des messages, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et bien entendu vous abonner à notre chaîne YouTube. Plus de 47% d'augmentation de fréquence. En tout cas, on vous remercie. Et au sommaire de cette émission, allez, on y va. Le grand débat du jour, c'est 17h30. Maire de Lyon depuis 18 ans. Pendant 18 ans, Gérard Collomb s'est éteint à 76 ans samedi dernier. Les propos tenus par l'ancien ministre de l'Intérieur lors de son départ fracassant du gouvernement, c'était en 2018, résonnent prophétiquement forcément après l'attaque de Crépol par des délinquants issus de l'immigration et par les violences d'extrême droite dans un quartier de Romans-sur-Isère en représailles à la mort de Thomas, Philippe. Et pour vous, est-ce que ces propos de Gérard Collomb étaient prophétiques? Est-ce qu'il y a aujourd'hui deux France irréconciliables? Comment apaiser les tensions sur le territoire? Et d'ailleurs, est-ce que le gouvernement ou un gouvernement quel qu'il soit a les moyens d'apaiser les tensions? Quel que soit votre avis, appelez-nous, Aude prendra votre appel au 0826 300 300 et sur Twitter. Comme le disait Gérard Collomb, sommes-nous désormais face à face en matière de violence? Et vous dites oui à 94%. Et nous avons demandé à Robert Ménard, maire de Béthier, d'être notre expert du jour. Et puis le coup de projecteur à 18h30. Un homme tué dans son lit, victime d'une balle perdue après un point de deal à Dijon ce week-end. Un enfant de 10 ans dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Cet été, les homicides et tentatives d'homicide pour trafic de drogue ont bondi de 57% cette année, vient d'annoncer le patron de la police nationale. Ce matin, Sabrina Agresti-Bourrache était l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Elle s'est déclarée favorable à l'inscription des amendes pour consommation de drogue sur le casier judiciaire des consommateurs, Philippe. Et vous, est-ce que de mettre un casier judiciaire à quelqu'un qui est consommateur de drogue, ça peut le dissuader de consommer, puisque si vous êtes fonctionnaire, par exemple, vous pouvez perdre votre emploi ou vous ne pouvez plus rentrer dans la fonction publique. Est-ce que c'est une idée qui pourrait être suivie par le gouvernement, puisque c'était, chez Jean-Jacques Bourdin ce matin, une proposition en son nom purement et simplement? Est-ce que finalement les consommateurs ne sont pas les principaux responsables du trafic de drogue? Parce que sans consommateurs, pas de trafic. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Bourrache, est favorable à l'inscription au casier judiciaire des amendes pour consommation de drogue. Vous êtes 47% à penser que c'est une bonne idée, 17% une mauvaise et 36% que c'est inutile. On demandera à un spécialiste. Bruno Bartocchetti sera avec nous, secrétaire national Unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter l'actu et forcément et donner leur point de vue, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, Philippe.
Merci en tout cas d'être avec nous. Jean-Michel Fauvergue est là aussi, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Je suis venu vous voir au Salon des maires, vous aviez l'air un peu tendu. Ah bon? Oui, je trouve. Mais c'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Rappelez-vous, vous étiez venu en même temps qu'un petit dysfonctionnement technique. Oui, un petit, voilà. Je ne sais pas si c'est le dysfonctionnement technique qui nous a agacés ou vous. Je ne sais pas encore. Il faudra me le dire. Faudra me le dire avant la fin de l'émission. Mais non, on est content de vous avoir. Allez, Bruno Cotresse est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous et tous les jours vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Vous nous appelez au 0826 300. Notre auditrice du jour, c'est Céline qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Et Céline, dans un instant, on parle de quoi ? Eh bien, de mon petit coup de gueule ce soir contre le silence assez assourdissant des féministes contre les violences faites aux femmes par le Hamas le 7 octobre. Ok. Ça me laisse songeuse. Eh bien écoutez, on revient dans un instant. En attendant, en direction notre répondeur 0826 300 300. Écoutez. Bonjour, donc c'est Cédric de Orthez. Donc je vous appelais par rapport à ce qui s'est passé, cet attentat à Dublin. Est-ce que vous pensez que si ça se reproduisait en France, que feraient les Français? Est-ce qu'ils finalement en viendraient à se faire justice eux-mêmes? Donc ça prouve bien déjà que la justice n'est pas établie en France, que face aux forces du désordre, les forces de l'ordre ne font rien. Donc effectivement, moi je pense qu'à un moment donné, certains ont envie de faire justice du fait que, à part mettre des PV sur la route et nous faire payer des impôts, la politique, police, ils ne font rien, ils ont démissionné. Donc s'ils sont en démission, il va bien falloir que certaines personnes prennent leur place, quoi. Voilà, écoutez, revenez à ce qu'a dit Blaise Pascal dans ses pensées. La justice sans force, voilà ce que ça produit. Paix à tout le monde et aux gens de bonne volonté surtout. C'est ce qu'on appelle parlons vrai. L'ancien flic d'élite, quand l'État ne fait plus preuve d'autorité, l'autorité est prise par les citoyens. Alors, Pascal disait effectivement, quand la justice n'est pas forte, faisant en sorte que la force soit juste. C'est ça la citation. Alors, la problématique, oui, on a une problématique aujourd'hui, bien évidemment. Cette violence, cette problématique, on a quasiment deux blocs antagonistes qui ne sont pas de taille égale. Il y a le bloc des vertueux, des gens qui respectent la loi et qui sont les plus nombreux, heureusement. En tout cas on l'espère, et un bloc qui lui ne respecte pas la loi et dont on parle de plus en plus et voilà, et donc on a une vraie problématique là-dessus. Mais c'est pas un problème de policiers ou de gendarmes. Aujourd'hui on a un vrai problème de justice, on a un problème de pénalisation. Je sens que lorsque Jean-Michel ne sait pas quoi dire, à un moment donné, problème de justice. Mais il n'y a pas que Jean-Michel, il y a toute la France qui dit ça. Mais sérieusement, notre auditeur ne fait pas dans la nuance, mais là, et je voudrais malheureusement aller dans son sens, on a déjà vu un peu les conséquences de Dublin à Romans-sur-Isère. On en parlera peut-être tout à l'heure. Allez, on en parlera. On va revenir à Céline qui est avec nous en direct de Bordeaux. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir. Céline, le silence assourdissant, selon vous, des féministes contre les violences faites aux femmes le 7 octobre par le Hamas? Oui, tout à fait. En fait, c'est assez déconcertant. Il y a eu d'ailleurs une manifestation là ce week-end à l'initiative d'associations féministes à Paris, exactement. Et il y a donc des femmes et des hommes d'ailleurs qui sont venus pour faire état justement de ces violences, viols, meurtres, etc. faites aux femmes par des membres du Hamas. Et les féministes sont pris à eux, en leur expliquant que c'était pas l'endroit pour justifier d'une telle cause, etc. Comme s'il y avait des violences faites aux femmes qui étaient nobles, notamment celles concernant des femmes palestiniennes, parce qu'il y avait tout un tas de femmes avec des drapeaux palestiniens, ok, mais à l'heure actuelle, bon, voilà, il n'y a pas de cause féminine qui vaut plus qu'une autre, et donc j'ai trouvé ça quand même surréaliste que ces associations ne s'emparent pas de ce sujet, et notamment dans des publications depuis le 7 octobre. C'est silence radio.
Restez avec nous, Céline. Bruno Cotresse. Bruno Cotresse, c'est vrai que les féministes, là, on les a pas entendus. Alors, il y avait les féministes qui criaient solidarité avec les femmes de Gaza à la manif, mais aucune avec les femmes israéliennes. Je ne sais pas si on ne les a pas entendus. Ce qui me semble important, c'est surtout que bien dans le micro, l'abjection totale, on va dire la négation de toute humanité qui s'est exprimée le 7 octobre, elle ne s'est pas adressée qu'aux femmes, aux hommes, aux enfants. Et c'est vrai par contre que ce qui vient d'être souligné rappelle que dans beaucoup de conflits, beaucoup de femmes le payent extrêmement durement. Dans tous les conflits, il y a eu des femmes violées, victimes. Et c'est vrai que ça souligne la violence extrême et la violence de ce que c'est que la guerre. Et je pense que on a peut-être un silence assourdissant, mais alors de beaucoup de gens aussi, parce que on est quand même tous extrêmement marqués par le fait qu'on n'a pas beaucoup vu non plus les visages des Français qui sont otages. On n'a pas beaucoup vu les visages de ceux qui ont été victimes aussi. Et il y a un véritable point d'interrogation. On se demande tous, au fond, pourquoi on n'a pas eu le même élan de solidarité, le même engouement pour tous, de soutien pour tous. Moi, je viens d'une institution académique qui a eu une chercheuse qui a été emprisonnée en Iran, et on s'est beaucoup mobilisé, on a beaucoup vu sa photo. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Vous restez avec nous Céline, merci pour ce témoignage. Vous jouerez avec Les Vraies Voix dans une petite demi-heure. En attendant, il y aura les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et puis le réquisitoire du procureur avec vous. Philippe, on parle de quoi? Une semaine dangereuse pour la moralité gouvernementale. Eh ben dites donc. Elle démarre bien cette émission, on en parle dans un instant. Bienvenue 0826 300 300 jusqu'à 19h, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix du lundi, comme on les aime, très en forme, très motivés, avec pas mal de choses à dire, parce qu'il se passe souvent beaucoup de choses le week-end. Ça va Philippe Bilger? Très bien. Tant mieux. Ça va Bruno Cotresse? Très bien. Il nous faut toujours un chercheur du CNRS, du CEDIPOF, du machin. Oui, mais il va avoir un avantage au Kikadi. Il faudrait qu'il parte avec un handicap. Il commence déjà à tricher. Eh ben, vous allez jouer avec Philippe, ce sera votre handicap. Allez. Merci. Avec Jean-Michel Fauvergue. Je joue avec qui, mais vous êtes fort. Vous êtes un ancien policier, un ancien député, vous avez besoin de personne. Quelquefois, oui, j'ai besoin d'un coup de pouce quelquefois. Oh, petit chat, va. Je vous aiderai pour équilibrer. Allez, vous souhaite la bienvenue. Dans un instant. J'ai utilisé le 49.3. Oui. Dans un instant, Félix Mathieu avec les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu sont engrenage, basculement et complicité. 6 anciens collégiens devant le juge des enfants pour l'affaire Samuel Paty. Un risque de basculement de notre société, ça c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit à Crépol, Olivier Véran. Et puis la veuve de Michel Fourniret, jugée à partir de demain pour complicité. Elle est tout de suite le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et on connaissait le film L'été meurtrier. Pour vous, c'est la semaine dangereuse pour le gouvernement, Philippe Bilger, entre le délibéré pour Éric Dupond-Moretti et le passage au tribunal d'Olivier Dussopt. Absolument, vous avez tout dit, Philippe. En réalité, je vais peut-être permettre aux Vraies Voix de rattraper un léger retard. Olivier Dussopt passe devant le tribunal correctionnel pour favoritisme. Il considère que le fait de n'être pas renvoyé pour des infractions plus graves est un succès pour lui. Et nous attendons, et je peux dire nous, avec une certaine impatience, la décision de la Cour de justice de la République le 29 novembre. Et j'en ai terminé. C'est une hécatombe quand même, Philippe Bilger, en matière de ministre. Absolument, mais peut-être que à l'issue de cette semaine, j'ai cru comprendre que dans les points de vue qui seront développés tout à l'heure, certains ne sont pas totalement d'accord avec moi. Je n'ose penser qu'ils sont pour l'immoralité gouvernementale. On va leur poser la question. La police est donc immorale, c'est bien. Pas du tout. La police respecte la présomption d'innocence et on attendra qu'ils soient condamnés tous définitivement. Et donc, je dis autre chose, mon cher Jean-Michel. Non. Vous n'avez pas dit autre chose, mais vous ne l'avez pas précisé, ce qui est encore plus... La CJR, c'est fini. Hein Oui, la CJR, c'est fini. Bruno ? C'est sûr que nous, on observe, qu'est-ce que les Français regardent
comment ils perçoivent tout ça. C'est vrai que c'est pas très bon. La manière d'avoir des ministres qui ont à voir avec la justice, des ministres en exercice qui ont à voir avec la justice, ça va pas arranger le tableau qu'on observe toutes les années dans une enquête qu'on réalise sur la confiance des Français dans la politique. Ça va sans doute avoir, alors peut-être pas des effets parce que le tableau est quand même déjà assez sombre, mais c'est sûr que ça arrange pas le tableau. Oui. Non, mais souvenez-vous, un mot. Oui, souvenez-vous l'accusation contre Gérald Darmanin. Il a été blanchi de ces accusations-là. Donc, à un certain moment, il faut quand même attendre le résultat final de l'enquête. Et le dire. Parce que souvent, on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est vrai que vous avez raison. Allez. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont engrenage, basculement et complicité. 6 anciens collégiens jugés depuis ce matin pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. Procès à huis clos devant le juge des enfants. Un risque de basculement de notre société. Les mots du porte-parole du gouvernement. Olivier Véran s'est rendu à Crépol, le village endeuillé par la mort de Thomas dans la Drôme. Et puis la veuve du tueur en série Michel Fourniret, jugée pour complicité à partir de demain, 2 ans après la mort de son mari et 20 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin. Les vraies voix Sud Radio. Comment le mensonge d'une collégienne sur l'un de ses enseignants a pu conduire à une cabale et à un passage à l'acte? Comment d'autres adolescents ont pu dénoncer, moyennant rémunération, le professeur d'histoire géo à l'homme qui allait le décapiter? Depuis ce matin, 6 anciens collégiens font face au juge des enfants pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. Un rôle central dans l'issue fatale, fait valoir l'avocat de la sœur de l'enseignant assassiné, maître Louis Caillet. Ce qui est sûr, c'est que sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation. Sans médiatisation, pas de crime. Ça, c'est une logique de causale implacable. Le rôle des 5 autres est absolument primordial parce qu'il se déroule un laps de temps très important devant le collège, au cours duquel le terroriste est là. Et ces 5 mineurs devront s'expliquer sur les raisons qui ont fait qu'ils n'ont alerté personne. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé si pendant ces plus de 2 heures au cours desquelles le terroriste se trouve devant le collège, ils avaient ne serait-ce qu'alerté quelqu'un. De son côté, l'avocat de l'un des anciens collégiens met en avant les remords de son client. Il ne savait évidemment pas le projet criminel, mais il ne savait pas non plus le projet même de commettre des violences à l'encontre de M. Paty. Ce simple projet pour lequel il est renvoyé d'ailleurs aujourd'hui, il n'en était pas non plus informé évidemment. Il est rongé par le remords et il appréhende énormément la confrontation avec la famille de M. Paty. Des propos recueillis par David Cantigno et Nassim Gomri de l'agence France Presse. Un autre procès pour les 8 adultes impliqués dans cette affaire est prévu fin 2024. Les parents de Samuel Paty, une dizaine d'anciens collègues du professeur, ont demandé à se constituer partie civile, tout comme l'Éducation nationale. C'est terrible cette affaire. C'est terrible et probablement le mineur dont vient de parler Félix est sincère lorsqu'il dit je suis effondré, mais c'est toujours trop tard, quoi. Et je ne voudrais pas que parce qu'il s'agit de mineurs qu'on sous-estime ce qu'ils ont fait. Oui, c'est une affaire terrible. Il se trouve que j'ai lu l'interview sur un journal de la sœur de Samuel Paty, pardon. Et elle a raison. Elle voit beaucoup plus loin. Elle voit le silence fracassant de l'ensemble de la société à un certain moment. Et elle a raison d'élever le débat à ce niveau-là parce qu'on a un vrai gros problème de courage là-dessus aussi. Ouais. Bruno Cotresse. Je pense qu'effectivement, la sœur, son interview, je l'ai lu aussi, est vraiment extrêmement marquante. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a eu un véritable silence. Je comprends son émotion, hein, évidemment, et la portée de son propos, qui est extrêmement fort. Elle a dit des choses terribles, qu'on n'avait pas retenu de leçons, que la mort tragique de son frère n'avait servi à rien. Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que voilà, il y a quand même eu un mouvement dans la société, ça, c'est vraiment marquant. Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, tout le monde connaît son visage. Et quand même, on peut dire qu'il s'est passé, il y a un avant et un après. Du point de vue de l'opinion, c'est un gros marqueur. Deuxième mot, basculement. Le porte-parole du gouvernement s'est rendu ce matin dans un village endeuillé de Crépol, dans la Drôme. Olivier Véran en appelle à ne pas céder à la violence après la mort de Thomas, après aussi un week-end marqué par ces violences attribuées à des militants d'extrême droite dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Olivier Véran en appelle donc à ne pas faire justice soi-même. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un État fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Police, gendarmerie, tribunaux,
élus locaux, dont je salue l'action, Madame la maire. À tous les niveaux, dans tous les territoires, le droit s'érige en rempart absolu. C'est grâce à lui et par lui que justice sera rendue pour Thomas. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à Crépol ce matin au micro AFP de Gwenaëlle Windrestin. Et comme on le disait Gérard Collomb, sommes-nous désormais face à face en matière de violence? C'est notre question du jour, on en parle dans quelques minutes. C'est le grand débat du jour et on sera en compagnie de Robert Ménard, le maire de Béziers. Troisième mot, complicité. Monique Onivier, la veuve du tueur en série Michel Fourniret, sera jugée à partir de demain à Nanterre. Procès 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, 9 ans à Guermantes en Seine-et-Marne. Le 9 janvier 2003, Monique Olivier, 75 ans, devra répondre de complicité pour 3 disparitions, dont la plus récente, c'est celle-ci, il y a 2 décennies. Donc Michel Fourniret, lui, est mort en 2021, car oui, ce procès fait suite à 2 décennies d'errement sur ce dossier. Estelle Mouzin, rappelle Dominique Verdaillan, chroniqueur judiciaire, il a beaucoup suivi cette affaire. En fait, très rapidement, elle est enlevée en 2003. Le nom de Fourniret apparaît dans le dossier. Très vite, les magistrats belges me l'ont confirmé, le nom de Fourniret plane et est soufflé aux enquêteurs français par les enquêteurs belges. Michel Fourniret lui-même dit à un moment, et il le redit avant le procès de Charleville-Mézières en 2008, vous devriez vous intéresser un petit peu à moi par rapport à Estelle Mouzin. Que lui-même le dise. Bon, voilà, lui-même le dit, il l'écrit, et puis il ne se passe rien. Dominique Verdaillan, chroniqueur judiciaire au micro de Christine Bouillot de Gilles Gansman sur Sud Radio ce matin. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et on va revenir dans un instant avec Gérard Collomb. Avait-il raison? C'est cette question. Ce week-end, des dizaines de militants d'extrême droite ont manifesté suite à la mort du jeune Thomas. Sur certaines banderoles, le slogan ni pardon ni oubli. Robert Ménard est avec nous, maire de Béziers. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avec cette question, la loi de la rue est-elle plus forte que la loi de la République en ce moment? Mais j'espère que non. Mais évidemment, quand vous me donnez tous les exemples, j'entends tous les exemples qu'on peut citer ces derniers jours, on a le sentiment que non. Mais il faut faire très très attention. Moi, je ne souhaite pas que ce soit dans la rue qu'on s'oppose pour trouver des solutions. Mais il y a le sentiment, comment vous dire, je pense, ça n'excuse rien. Attendez, les petits abrutis, là, qui sont de l'ultra-gauche, qui sont allés manifester, c'est ultra-droite. Ultra-droite. Pas de droite, pardon. Pour une fois. C'est de la racaille qui vaut pas mieux que les autres. Oui, allez, vous restez avec nous, Robert Ménard, on revient dans un instant. On fait une petite pause. 0826 300 300, vous attend standard. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis d'accueillir nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur du livre Les Hommes en Noir publié chez Plomb. Et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et vous, au 0826 300 300, on vous espère en forme. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Jeunesse Révolution, slogan bien connu de l'ultra-droite. Effectivement, le meurtre de Thomas, on a le sentiment qu'une mécanique extrêmement dangereuse peut s'installer en France. Parce qu'il y a une France assez paisible et tranquille, si vous voulez, qui commence à se sentir agressée. Manifestation de plusieurs dizaines de membres de l'ultra-droite, un cortège assez brillant. Un bon musulman est un musulman mort, justice pour Thomas. Cette ville de Crépol, elle a d'abord été touchée par un meurtre, par un assassinat, parce qu'ils vivent de plus en plus chez eux. Tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas. Maire de Lyon pendant 18 ans, Gérard Collomb s'est éteint samedi à l'âge de 76 ans. Les propos tenus par l'ancien ministre de l'Intérieur lors de son départ fracassant du gouvernement, c'était en 2018, résonnent encore après l'attaque de Crépol par des délinquants issus d'immigration et par les violences de l'extrême droite dans un quartier de Romain-sur-Isère en représailles à la mort de Thomas. Philippe. Oui, et faut-il entendre ces paroles qui ont 5 ans du ministre de l'Intérieur d'alors, Gérard Collomb, comme une prophétie? Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui 2 France irréconciliables? Est-ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, a les moyens d'arrêter cette escalade et d'apaiser les tensions sur le territoire? Quoi que vous en pensiez, appelez-nous au 0826 300 300. Et comme le disait Gérard Collomb, sommes-nous désormais face à face en matière de violence? Vous dites oui à 93%. Et notre invité du jour, Robert Ménard, est avec nous, maire de Béziers. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Juste avant de revenir vers vous, Robert Ménard, un petit tour de table avec vous, Philippe
Philippe Bilger, 5 ans que cette phrase a été prononcée par Gérard Collomb et on y est toujours, surtout. En effet, il avait raison, mais si je vais essayer d'être rapide, Crépol, évidemment, c'est des violences collectives, ce sont des affrontements pour un motif initialement dérisoire, c'est l'apparition, ou plutôt l'émergence de facteurs ethniques et culturels qui créent un affrontement terrifiant, c'est ensuite la réaction de l'ultra-droite, c'est la volonté de dissimuler pendant quelque temps l'identité des gens qui ont agressé, mais en définitive, Crépol, et c'est là où je comprends la médiatisation, mais ça n'a pas commencé avec Crépol, ça dure depuis un certain temps, tout ce qu'on constate. Et donc, à la fois, c'est infiniment grave, mais il aurait peut-être fallu s'en préoccuper beaucoup plus avant. Jean-Michel Fauvergue. Exactement, il aurait fallu s'en préoccuper avant, et quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui part, et qui dit j'ai peur qu'il y ait la France deux blocs face à face, ça veut dire qu'à un certain moment, et paix à son âme, ça fait peur, ça rappelle l'Espagne en 1936. Il a peut-être pas fait son boulot aussi. Quand vous avez un ministre Véran qui se rend plusieurs jours après sur un drame en disant il peut y avoir un risque de basculement, très bien de faire ce constat-là, mais il va falloir trouver des solutions, et les solutions, c'est d'avoir le courage à un certain moment d'arriver à travailler sur des solutions, et des solutions qui sont de réapprendre l'autorité et aussi de sanctionner ces faits-là. Bruno Cotresse. C'est sûr qu'on se rappelle tous de cette passation de pouvoir de Gérard Collomb, non seulement parce qu'elle avait été compliquée, vous vous rappelez, oui. On le faisait un peu attendre, oui. Il quitte le gouvernement dans des conditions qui ne sont pas optimales pour lui, et puis surtout cette phrase qui avait beaucoup marqué. On se demandait à l'époque où il l'a prononcée, est-ce que c'est le ressentiment de quitter ses fonctions dans un contexte pas facile pour lui, quel est le message qui voulait passer. Alors il faut faire un peu la part des choses. Sans doute qu'il y a beaucoup de phénomènes qui marquent en profondeur. Nous sommes tous horrifiés des avalanches de nouvelles que nous apprenons, des crimes sordides, etc. On est tous consternés en se demandant qu'arrive-t-il, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Par contre, je dirais qu'il faut être prudent sur la thèse de deux France qui se feraient front, qui ne communiqueraient plus ensemble. On a réalisé, nous, beaucoup d'enquêtes. On voit que le sentiment subjectif, il est là. L'idée que, effectivement, on coexiste plus ensemble pacifiquement. Par contre, il y a toujours l'aspiration à faire France ensemble, comme on dit, qui existe beaucoup aussi dans l'opinion. Robert Ménard, maire de Béziers, vous avez visiblement réussi à réconcilier en tout cas des populations à Béziers. Avec des quartiers pas faciles, notamment la Devèze. Oui, pas facile, parce que je fais attention à pas monter les uns contre les autres. Mais en même temps, je me retrouve dans le quartier de la Devèze, vous venez de le citer, 4500 habitants, devant, vous savez, une poignée, 50, 100 jeunes qui te pourrissent la vie à longueur de temps. Et la question que je me pose tous les jours, c'est comment on n'arrive pas à trouver une solution à ces 50 ou 100 gamins, parce que c'est des adolescents ou des mineurs, qui tous les jours nous rendent la vie impossible. Et d'abord, avant le nous, aux gens de ce quartier-là. Alors, plutôt que de se lamenter perpétuellement, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, moi, il faut plus de police nationale. Chez moi, on m'a promis 17 policiers il y a 3 ans. Ils sont 2 de plus. Où ils sont passés les autres. Il faut plus de pouvoir à la police municipale. Je suis un maire qui a fait de gros efforts, vous savez, en termes de police municipale, mais il faut lui donner plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Elle doit pouvoir demander des papiers d'identité à des espèces de petites crapules. Elle doit pouvoir faire ouvrir le coffre d'une voiture. Elle doit pouvoir accéder à un certain nombre de fichiers, par exemple, des voitures volées. Je cite 3 exemples qui sont impossibles pour la police municipale. Il faut aussi, disons-le, moi je ne suis pas, il y a un ancien magistrat face à moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les magistrats sont des laxistes, vous savez, qui laissent tout passer. C'est pas vrai. Dans les magistrats, c'est comme partout ailleurs, il y a des laxistes, et puis il y en a qui le sont absolument pas. Mais encore faut-il, messieurs et madame, qu'il y ait des places de prison. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, il avait promis en 2017 de construire, vous le savez, il y a un magistrat qui est là et qui le savait à l'époque, il avait dit on va faire 15 000 places de prison. Elles sont où, les 15 000 places de prison?
elles sont où? Elles n'existent pas. Or, moi, je connais des magistrats qui ne choisissent pas des emprisonnements immédiats parce qu'ils ne savent pas où on va mettre les gens qu'ils ont condamnés. Et ensuite, vous l'avez tous dit, mais c'est quand même une évidence, c'est que toute une partie de notre classe politique ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Restez avec nous, Robert Ménard. C'est un problème de courage politique, on en parle depuis très longtemps. La faillite du courage est le déficit radical dans notre démocratie et dans l'ensemble de nos comportements, si je peux aller au-delà de la politique. Mais si vous le permettez, Cécile, j'aurais voulu poser une question à Robert Ménard. Robert, est-ce que vous, sur les deux France, qui ne serait pas conciliable, vous êtes plutôt sur cette pente ou non? Je suis dans un sentiment d'inquiétude. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que plus les générations passent, alors qu'on devrait, avec les générations qui passent, un sentiment d'empathie pour le pays qui vous reçoit et qui est le vôtre. Pardon, les papiers d'identité, ils sont là. C'est exactement le contraire que je vis comme maire. Dire plus les gens issus de l'immigration, parce qu'ils ont une bonne, ils sont massivement, malheureusement, représentés dans les prisons, dans les gens qu'on arrête régulièrement, où on l'a encore vu au moment des émeutes à la fin du mois de juin. Alors que j'espérais, comme nous tous, sincèrement espérais, qu'on arrive à faire que le sentiment d'appartenance, il soit plus important. C'est exactement le contraire qui se produit. Oui. Vous avez vu, il y a des sondages, 25-30% des jeunes musulmans pensent que la charia passe avant les règles de la République. Restez avec nous. Vous imaginez ce que ça veut dire? Jean-Michel Fauvert, vous poser une question. Oui, alors en ce qui concerne les prisons, vous avez tout à fait raison. La majorité à laquelle j'appartenais avait promis 15 000 places de prison. Il y en a eu 3 000 de fait. Espérons qu'il y en aura sur cette majorité-là. Mais je rappelle quand même qu'avant, il y a 12 000 places qui avaient été promises par Hollande. Il y en a eu 3 000 de fait. Et puis par Sarkozy, il y en avait 27 000 qui ont été promises et 3 000 de fait aussi. Donc ça semble être un chiffre que l'on retrouve à chaque fois. Je voulais juste vous dire. Oui, Jean-Michel Fauvert, moi je reviens sur un truc. Tout le monde nous dit que ce sont des adolescents, c'est pas la prison, c'est des maisons de correction qu'il faut. Oui, c'est l'éducation en fait. Des maisons d'éducation en milieu fermé essentiellement, oui bien sûr. On est d'accord avec ça aussi. Non, la question que je voulais vous poser... court, parce qu'on a beaucoup d'appels et une réponse courte, parce qu'on a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Vous sembliez fixer... C'est surtout les multirécidivistes que vous visiez tout à l'heure dans votre discours? Attendez, quand vous voyez des gamins, alors je sais pas, adultes, majeurs ou pas majeurs, monsieur, qui sont condamnés 15, 17, 20 fois, les gens comprennent pas comment ils sont encore face à eux. Et puis il y a la lenteur. Attendez, encore une fois, je critique pas comme ça trop facilement. Il y a la lenteur entre le moment où il y a les délits et le moment où les gens sont condamnés. Quand il se passe des fois 18 mois, 30 mois, le voisin se dit c'est ça l'impunité. Même si je suis d'accord avec vous, ce n'est pas de l'impunité. Mais il y a ce problème-là. Je voudrais relever sur ce que vous avez dit. Pardon, madame, une minute. Moi, je ne dis pas ça de monsieur Macron pour dire qu'avant ils étaient mieux que lui. C'est même situation. Aujourd'hui, j'entends tout un tas de gens dire oui, à droite, regardez, on a eu 29, je sais pas combien, de lois sur l'immigration qui ont rien réglé. Mais c'était eux qui les votaient, les lois sur l'immigration. Je dis pas ça d'aujourd'hui, vous avez compris, pour essayer de blanchir la responsabilité de ceux avant. Moi, je suis désarmé par rapport à cette situation, mais j'en ai marre qu'on en parle. Je veux qu'on me donne les moyens, en particulier à ma police municipale, de faire son boulot et de mieux le faire. Alors, 0826 300 300, on va revenir avec vous, Bruno Cotresse, dans un instant, sur un mot que j'ai prononcé, sur réconcilier les populations. Et Éric de Bordeaux qui veut réagir. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Éric. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, par rapport à ça, moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que pourquoi parler de réconciliation? Je vois pas bien, je saisis pas bien. Réconcilier, il faudrait qu'il y ait eu deux parties. Non, il y a une partie, c'est des gens qui demandent qu'une chose, c'est à vivre tranquillement, qui ont déjà assez de difficultés à l'heure actuelle pour gagner leur vie, pour essayer de vivre à peu près décemment.
Et en face, vous avez toute une minorité, mais comme je dis, on vit un petit peu à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais. Il y a deux parties. Il y a des gens qui... C'est ça. Non, mais il n'y a rien à réconcilier. Oui, mais disons, il y en a une qui n'est pas en colère. Oui. Voilà. Mais voilà, et puis il y a une partie. Il y a une partie, je veux dire, mais c'est des petits voyous, c'est des crapules, c'est des nuisibles, ils n'ont rien à faire. Et qu'est-ce que vous voulez réconcilier deux partis comme ça? Non. Pourtant, ils se disent en colère contre la France, Éric. Ben oui, mais il faut les mettre hors d'état de nuire. Voilà, le problème, il est là. Et après, je veux rebondir sur un auditeur qui avait laissé un message, et en disant la police est juste là pour prendre des amendes et ainsi de suite. Mais ce pauvre monsieur, il est bien gentil. Mais j'ai pas vu la France du bon ordre se lever quand le fonctionnaire de police qui a passé plus de 6 mois en prison là pour le Naël, qui a été présenté comme un ange. 4 mois et demi. Oui, 4 mois et demi, mais bon, on n'a qu'à aller les faire à sa place. Mais j'ai pas vu la France se lever. Chaque fois que la police est mise en cause, je la vois pas se lever quand elle est maltraitée et tout ça. Eric... Alors moi, je suis même surpris que la police fasse encore finalement le travail qu'elle fait à l'heure actuelle. Bruno Cotrez avait entendu Eric. On les remercie, les policiers d'ailleurs. Je voudrais rajouter une chose. La maire de Romans a dit hier que depuis 2014, en 9 ans, 150 millions d'euros ont été mis dans le quartier de la Monnaie, d'où viennent les voyous qui ont commis le crime de Crépol. Excusez-moi, est-ce que c'est pas beaucoup d'argent pour des résultats absolument désastreux? En tout cas, c'est un quartier qui est bien nommé. Hein. Oui, mais le quartier de la Monnaie, 150 millions d'euros. Il n'y a peut-être pas des voyous dans ce quartier. Non, mais c'est un quartier où pratiquement, a priori, tous les commerces ont été brûlés lors des émeutes de l'été dernier. Pour rebondir sur ce que disait l'auditeur Eric. Bon, un système démocratique, c'est un système où on n'élimine pas les gens. On les juge lorsqu'ils ont franchi les limites de la loi, on les juge de manière démocratique, par une justice qui respecte un certain nombre de grands principes. On propose des solutions, on enferme en prison si besoin est, et on propose surtout des solutions. Donc ce sont des problèmes qui sont des problèmes d'une complexité absolument incroyable, et la difficulté, c'est d'arriver à concilier l'explication de cette complexité, qui est au fond la seule perspective porteuse et intéressante, et en même temps de répondre aux demandes immédiates, qui est effectivement la consternation que prend tout le monde lorsqu'on apprend que quelqu'un a été condamné, recondamné, voilà, et puis à nouveau on le voit éventuellement commettre ou des délits plus importants, voire des crimes. Et c'est surtout ça que l'opinion ne tolère absolument plus. Allez, 0826 300 300, l'opinion justement, Céline de Bordeaux. Oui, bonsoir. Alors moi j'aurais juste des petites remarques, parce que ces jeunes là des cités, etc., qui nous en veulent comme si on avait buté la moitié de leur famille. En fait, on ne sait pas tellement ce qu'ils veulent. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je veux dire, au bout d'un moment, la colère, ok, mais enfin, on est quand même un pays hyper accueillant. On met à leur disposition des structures de dingue. Donc qu'ils aillent voir ailleurs en fait ce qui se passe. Donc moi je me demande si une des solutions, ça pourrait pas, tant qu'on n'a pas de prison, à les envoyer faire un petit stage dans leur pays d'origine, puisqu'ils ont tous des origines entre guillemets plus ou moins du Maghreb ou d'Afrique, et de faire un partenariat avec ces pays-là. Non, pas tous. Oui, allez-y. Oui, enfin quand même un grand nombre, pour voir un petit peu comment ça se passerait s'ils vivaient là-bas. Et peut-être que ça leur remettrait aussi les idées au clair sur la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme le nôtre. Alors il est peut-être pas parfait, on n'est peut-être pas parfait, ils le sont pas non plus, mais à un moment donné, il faut un peu de bon sens. Sur cette excuse de minorité, c'est pareil. Je veux dire, la plupart sont mineurs, donc ils risquent rien, donc en fait c'est open bar. Et ben faut les faire sauter, et puis à partir de 16 ans, ils vont en tôle. Et puis on construit des prisons, et puis on renvoie ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont dans nos prisons et qui prennent des places alors qu'ils pourraient faire leur peine chez eux. Et enfin, à un moment donné, il faut être concret. Après, Céline, ils sont français, donc ils sont ici chez eux. En fait. Jean-Michel Fauvert voulait faire une remarque. Ce que disait notamment sur la dureté de la justice, on a une amie commune. Et après, le mot de la fin avec j'ai une amie franco-marocaine dont la sœur est avocate au Maroc. Un jeune franco-marocain était là, s'en est pris un policier il n'y a pas longtemps. Il a pris 5 ans ferme et le juge lui a dit: mais tu te crois en France ici? Dixit, une amie marocaine, franco-marocaine. La problématique, elle vient de là, c'est-à-dire
C'est-à-dire que quand vous avez un État qui n'a plus les moyens d'être dur, et le bras armé de l'État, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la police ou la gendarmerie, le bras armé de l'État, c'est la justice. Et quand la justice n'est pas rendue, il y en a un vrai problème là-dessus. Mais je voudrais dire la justice dans tous ses sens. C'est-à-dire que la justice, c'est pas seulement mettre en tôle les gens. Hein. Il y a des tas de trucs, il y a des amendes, il y a des choses à faire. Il y a des stades avant. Mais il faut le faire dès la première infraction. L'exécution des peines est dès la première infraction. Et immédiate. Et rapidement. Et c'est ce qu'on n'a pas chez nous. C'est ça qu'il faut mettre. Allez, le mot de la fin avec Robert Ménard, maire de Béziers. Vous sentez seul face à ce qui se passe dans votre ville, ou soutenu par le gouvernement, ou pas assez? Dire que le gouvernement ne me soutient pas serait d'assez mauvaise foi. On a un gouvernement qui fait, en tout cas à mon égard, pas deux poids deux mesures, même si je suis pas proche de lui. Mais je suis un peu, esselé, parce que moi-même j'ai du mal à imaginer des solutions. J'écoute le débat et je me demande comment je peux régler ça concrètement, parce que moi c'est pas un débat théorique, c'est un débat de tous les jours. Tout à l'heure vous disiez, madame, vous parliez de maison de correction. Or ça apparaît comme un gros mot auprès d'un certain nombre de gens, mais est-ce qu'on n'a pas besoin, par rapport à un certain nombre de gens, une petite minorité, mais encore une fois, ça suffit à rendre tout un quartier difficile. Peut-être que c'est ça la réponse. Moi, quand on me dit il faut faire des débats, il faut faire venir multiplier les je sais pas quoi, les militants associatifs, les gentils animateurs socioculturels, honnêtement, ça me paraît dérisoire par rapport aux difficultés que je rencontre. Oui. Mais en même temps, je veux pas montrer du doigt tout un tas de gens en disant il y a aucune solution. Il faut trouver une solution. Ça passe d'abord par quelque chose dans nos têtes. J'en ai assez. Chaque fois que je me retrouve, vous savez, dans des débats, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, invités par des ministres et tout ça, c'est toujours une politique. Alors, je vais pas dire la politique de l'excuse, mais toujours, quand même, on a l'impression que tout est de notre faute et que les efforts, c'est à nous de les faire. Tout à l'heure, un de vos la ligne à sauter disait que dans le quartier de la Monnaie, c'était 150 millions d'euros qui avaient été dépensés dans le cadre de la politique de l'État. À Béziers, dans le quartier de la Devèze, vous le citiez monsieur, le quartier de la Devèze dont je ne peux pas, et où j'ai passé ma jeunesse, c'est presque 200 millions. C'est le seul endroit où il y a tout un tas de services qu'il n'y a pas dans les autres quartiers. Absolument. Alors qu'on arrête de m'expliquer que c'est que la pauvreté, l'abandon, ou je sais pas quoi qui explique ça. Merci. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Merci beaucoup Robert Ménard, maire de Béziers. Vous restez avec nous. Dans un instant, Céline, vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix du jour. Au qui c'est qui l'a dit. Et là, la police ne peut rien faire. Hein, moi, j'ai Philippe Bilger. Il n'y a pas de règle. Alors là... Allez, à tout de suite. Lutte à mort. Hein. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Bruno Cotresse est avec nous, Jean-Michel Fauvergue et Philippe Bilger et Céline qui était avec nous de Bordeaux. Allez tout de suite, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on démarre parce qu'on est très en retard avec cette question qui c'est qui l'a dit au sujet de Romans-sur-Isère. Écoutez bien Céline, on ne répond pas à la violence par la violence. Qui a dit ça Céline? C'est un président. De parti politique. Hein. Ah, Céline? Non, je donne la langue. Sur Mélenchon? Non. De l'autre côté. Édouard Philippe? Non. Attends, sur Mélenchon, de quel autre côté? Attends. De l'autre côté par rapport à Mélenchon. De l'autre côté. Marine Le Pen. Non. Bardella. Bonne réponse de Philippe. Coup de chance. Voilà. Il faut que je continue à l'aveugle. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, on va prendre celle-là. Je ne fais pas de lien entre immigration et ce qu'il s'est passé à Crépol. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Non. Céline. Non. Non. Bah, ça y est. Ministre. Roubache. Sabrina Agresti-Roubache. Bonne réponse de Philippe Bilger. Absolument. Écoutez, Céline, qui c'est qui l'a dit? Nous pourrions investir beaucoup plus et donc aller plus loin vers le plein emploi si on donnait plus de possibilités d'investir aux collectivités locales. Et c'est un maire de grande ville. Bah oui, collectivité locale. Non, ouais. Il aime les salades niçoises. Céline? Allez. Non, désolé. Estrosi. Bonne réponse collégiale à des trois d'un coup là. Christian Estrosi. Qui c'est qui l'a dit? L'extrême droite est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile.
Céline. Mélenchon? Non. Il aime la viande et les barbecues. Roussel. Bonne réponse. Il a été plus rapide là, je l'avoue. Allez, la petite dernière. Qui c'est qui l'a dit au sujet de Romans-sur-Isère? Moi, ce qui me choque, c'est l'assassinat de Thomas. Jordan Bardella. Non. Marine Maréchal. Non. Il n'a pas beaucoup de cheveux et il est président d'un parti. Bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. Moi, tu me dis, il n'y a pas beaucoup de cheveux, c'est tard. Alors, qui a gagné? Eh bien, écoutez, c'est Philippe Bilger et sans tricher aujourd'hui, ce qui est exceptionnel. Sauf si vous avez donné les réponses, ça m'étonnerait pas de vous. Cécile, non, absolument pas. Alors que vous choisissiez les questions. On peut lui faire un test dopage quand même, parce qu'il y a quelque chose. C'est pas normal. Vous savez ce qu'on va trouver. Qui choisissait les questions. Merci Céline, merci d'avoir joué avec nous. Vous restez bien entendu avec nous dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. On parle de quoi? Un grand film grandiose et ridicule. Avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Alors, jurisprudence Balladur, c'est la démission des ministres mise en examen. Elle a vécu, et c'est tant mieux, et le cas pratique avec Dupond-Moretti. Eh bien, on en parle bien sûr, et avec vous, Bruno Cotresse. Pourquoi toutes ces crises, et est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Du positif, enfin. Allez, on revient dans un instant, petite pause. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très contents d'accueillir bien sûr, comme tous les jours, Philippe Bilger qui est avec nous aussi Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du REG et ancien député, et puis Bruno Cotresse qui est avec nous aujourd'hui ce soir, et politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et vous, au 0826 300 ans. On est ensemble jusqu'à 19h, et tout de suite, c'est Félix Mathieu, le retour avec le Top Click. Les Vraies Voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce quitter Twitter. Au revoir. Non, on a dit Anne Hidalgo, pas Valéry Giscard d'Estaing. Un réseau social, Twitter, qui est devenu, selon elle, un vaste égout mondial. J'ai pris la décision, écrit-elle, de quitter X, loin d'être l'outil révolutionnaire qui, au départ, permettait un accès à l'information au plus grand nombre. X est devenu, ces dernières années, l'arme de destruction massive de nos démocraties, écrit Anne Hidalgo dans une tribune publiée par Le Monde. Anne Hidalgo s'est inscrite en 2009 sur la plateforme. Mais alors, désormais, la maire de Paris dresse un inventaire à la Prévert, ou à moins que ce soit un réquisitoire à la Bilger des tares du réseau social. Manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé, antisémitisme, racisme avéré, meutes attaquant les scientifiques, les climatologues, les femmes, les écologistes, les progressistes et toutes celles et ceux de bonne volonté qui souhaitent un débat politique serein, apaisé dans un monde de plus en plus complexe. La liste des dérives est infinie, ajoute donc Anne Hidalgo, qui dénonce aussi un algorithme où seul compte le nombre de likes. Alors forcément, tous ceux qui s'opposent à la politique de la maire de Paris s'en donnent un cœur joint en réponse sur le thème bon débarras, ou alors en l'accusant tout simplement aussi de faire diversion après le Tahiti Gate, vous savez, son petit voyage. Vous pensez qu'Elon Musk va s'en remettre? Le compte, c'est qu'elle a raison, mais je crois qu'il faut y rester tout de même. C'est une réponse. Vous faites du en même temps, ça va faire plaisir à Jean-Michel Fauvergue. Très beau. Mais c'est un cloaque, on le sait. Mais il faut y rester. Il y a un journaliste qui avait écrit un livre sur sa relation aux réseaux sociaux et comment il en est sorti. Il racontait effectivement que ça le broyait complètement, qu'il passait sa vie. Pas de détox, c'est pas ça? Il passait sa vie à essayer de répondre à des gens, de contre-argumenter. Et donc effectivement, il faut savoir les utiliser de manière modérée. Plutôt comment je m'en suis sorti. Voilà. Et puis il faut Jean-Michel Fauvergue. Et puis il faut reconnaître que sur le réseau social comme sur d'autres, des fois il y a des gens qui mentent. Et par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils n'augmenteront pas les impôts et qui les augmentent de 50%, la taxe foncière, en particulier à Paris, quoi. Oui, et je vois de qui vous voulez parler. Autre sujet très commenté, Félix, ce soir, c'est forcément Crépol et Romans-sur-Isère. Une Crépol où s'est rendu le porte-parole du gouvernement ce matin, après un week-end de violence à Romans-sur-Isère, une semaine après la mort de Thomas. Beaucoup d'internautes font tourner la vidéo, notamment d'habitants qui prennent à partie Olivier Véran à son arrivée dans la Drôme. Monsieur Véran, passez au Chaleur, voici la bière du Chaleur. Vous savez comment vous allez à la monnaie à Romain. Vous avez pas honte, lancent ses habitants. Scène ici filmée par CNews ce matin lors de l'arrivée d'Olivier Véran à Crépol. Dans les top tendances, on trouve aussi ce soir le prénom encore de Thomas. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup. Et moi, je vais pousser un coup de gueule. Mais on va d'abord écouter ceci pour le coup de gueule. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et
sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce que ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Vous avez reconnu Dominique de Villepin dans Quotidien, expliquant doctement que certains, je recite, exercent une domination financière sur les médias, le monde de l'art, la musique, et que ceux qui ne s'y plient pas perdent leur contrat, tant aux USA qu'en France. Alors je pose la question, qui exerce cette domination aux USA? Les Indiens du Dakota, les Amish de Pennsylvanie, les Mormons de l'Utah ou les Acadiens de Louisiane? Et en France, c'est qui? Les Bretons, les Basques, les Corses ou les Landais? Nonobstant ces dénégations alambiquées, on imagine bien qui est visé. Si Jean-Marie Le Pen avait tenu ses propos il y a 20 ans, tous les médias français seraient en édition spéciale en hurlant à l'antisémitisme depuis le début du week-end. Manifestement, 20 ans plus tard, de deux choses l'une, soit l'indignation est à géométrie variable, selon qui dit quoi, soit l'antisémitisme est assumé et entré dans les mœurs. Philippe Bilger. C'est toute la différence entre un être brut, sans œufs au bout, instinctif, qui avait du talent et qui lisait les choses comme elles étaient, et Dominique de Villepin, vous avez raison, dont le fond est le même, mais qu'il dit plus élégamment. C'est un aristocrate qui parle. Ça me rappelle une citation de Napoléon qui disait « Talleyrand, c'est de la merde dans un bas de soie ». Oui, je n'irai pas jusque-là, parce que je conserve la pureté du studio. Ouais. Non, mais c'est de Napoléon, c'est vrai. C'est chic quand même. Bruno Cotresse. On connaît la fougue de Dominique de Villepin. Il s'est sans doute laissé entraîner par cette fougue, parce qu'il a eu des propos... C'est un dérapage. Il a eu des propos plus... dans d'autres interviews, il y a quelques semaines, où il a essayé de prendre de la hauteur, de donner une vision par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est vrai que cette voix, elle était pas mal écoutée quand même par pas mal de gens. Donc on va mettre ça sous le compte effectivement de cette fougue qui le caractérise depuis si longtemps. Jean-Michel Fauvergue. Indignation à géométrie variable ou l'antisémitisme entré dans les mœurs, on peut balancer ça à la télé à 1 heure de grande écoute, ça pose plus de problème. Je suis en réalité j'ai peu de commentaires parce que je suis en train je l'avais pas entendu avant et je suis en train de la disséquer dans ma tête. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, je pense que à un moment où il faut marcher sur des œufs avec ça et surtout essayer de rassembler les Français autour de cette lutte contre l'antisémitisme, c'est quand même assez étonnant quand même. Ouais. Cécile, il peut dire en étant pas totalement de mauvaise foi qu'il ne visait pas forcément les Juifs. Enfin, ceux qui dominent la finance. Non, mais oui, mais la problématique, c'est qu'il le dit pas et autant dire les choses, quoi, à ce moment-là. Ouais. Puis ce qui est gênant, quel que soit le sous-entendu, on ne sait pas bien, etc. Mais ce qui est toujours gênant, c'est toujours cette idée qu'il y aurait des puissances occultes qui manipulent en même temps le monde de l'art, de la culture, des médias, comme s'il y avait des gens avec qui manipulent tout ça. C'est vrai que c'est pas une pensée digne d'un ancien Premier ministre qui a des choses complexes. Allez, dans un instant, les amis, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on revient sur quoi avec vous? Napoléon, un film à la fois ridicule et grandiose. J'ai bien fait de le citer alors. Jean-Michel Fauvergue. Jurisprudence Balladur a vécu. On va voir avec le cas du pont Moretti. Et Bruno Cotresse. Pourquoi toutes ces colères? Pourquoi toutes ces tensions? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir qui peut arriver peut-être? Ah, la lumière est peut-être au bout du tunnel. Dans un instant, une petite pause. Et les vraies voix reviennent dans un instant jusqu'à 19h. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous. Bruno Cotresse est avec nous aussi. Jean-Michel Fauvergue. Et vous, au 0826 300 300. On va revenir dans quelques instants, aux alentours de 18h30, sur ce qu'a dit ce matin Sabrina Agresti-Roubache, qui s'est déclarée favorable à l'inscription au casier judiciaire de la consommation de drogue. Vous voulez réagir? On vous attend au standard et sur nos différents comptes, nos réseaux sociaux. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Pardon. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous êtes allé voir l'homme qui est considéré comme le 2e plus grand de l'histoire de France après vous,
Napoléon aussi. Oui, là je le flatte. Hein. Napoléon, et vous avez beaucoup de choses à redire sur le film de Ridley Scott. Beaucoup de choses, pas trop longues, j'espère. Il y a un titre dans Valeurs Actuelles qui parle du film Laurent Dandrieux en disant Napoléon en caleçon. Et ça n'est pas totalement faux. Lorsque Ridley Scott a fait sa version initiale, elle durait 4h30. Et évidemment, le film que j'ai vu hier dure 2h30 et donc il y a des coupures, des transitions abruptes. Il y a des moments franchement ridicules. La partie intime, les relations avec Joséphine, et puis il y a le génie esthétique de Ridley Scott, l'arrivée à Moscou, le couronnement, des grandes séquences napoléoniennes avec des batailles remarquablement filmées, mais tout de même, on se dit c'est un peu dommage d'avoir dépensé tant d'argent avec tant d'erreurs historiques. 93, on les a comptées, mais Ridley Scott a dit on s'en fiche. C'est pas, il a attaqué les Français qui faisaient une critique un peu savante de son film, mais il faut aller le voir tout de même. Vous êtes allé le voir, Bruno et Jean-Michel? Non, mais Philippe Bilger donne vraiment envie d'aller le voir. Hein. C'est bien la pub. Hein. Ça me fait plaisir. Non, mais je vais aller le voir. Non, il vaut la peine, tout de même. Ça vous choque qu'un film qui se veut, entre guillemets, historique, il y ait 93 erreurs historiques d'ailleurs? Bruno Cotresse. C'est souvent une œuvre de fiction. Bien sûr, elle a un substrat fondamentalement historique, mais c'est une œuvre de fiction. Et donc, la part de la fiction doit être là. On ne demande pas non plus à avoir un documentaire si on va au ciné. Donc, forcément, il y a parfois une romance. Une romance. Oui, oui. Mais on peut y aller quand même. Mais tout de même, c'est assez gênant. Moi, je comprends qu'on fasse de la fiction, mais lorsque, par exemple, il fait rencontrer Joséphine lorsqu'il épouse Marie-Louise et que Joséphine est morte depuis des années, c'est un peu gênant, ça. Ouais. Mais tout le monde ne connaît pas, comme Philippe, la vie de Napoléon dans ses moindres détails. Oui, c'est fascinant comme parce qu'il le connaît personnellement. Ah bah, je l'ai bien connu, bien sûr. L'histoire sur Napoléon, c'est fascinant parce que ça n'a pas été quelqu'un qui a fait des batailles. Et il a fait beaucoup de choses. Mais il n'en parle pas du tout, justement. Énormément. Et puis même si on était, je suis en train de me demander si on était resté à la frontière de l'Europe telle que Napoléon l'avait conquise, peut-être qu'on aurait moins de problèmes, non? On aurait sur un département, c'est sûr que la France irait très loin, là. Ouais. Bon, par contre, il nous a fait perdre la Louisiane, hein, qui était la moitié du USA, quand même. Hein. C'est vrai. Autre sujet, Bruno Cotresse, selon vous, une actu violente nous donne l'impression d'être en crise perpétuelle. Oui, voilà, c'est un sentiment qu'on a depuis, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. On a le sentiment d'être dans une sorte de spirale, d'une crise sans fin, une sorte de vis sans fin. Les crises se sont succédées. Les Gilets jaunes, c'était il y a 5 ans. Le Covid, ça repart. L'Ukraine, la guerre à quelques heures de nous, mais on est dans l'impasse. L'inflation, l'énergie. Ce matin, j'entendais le prix des pommes de terre est en train de flamber. Puis la tragédie totale de ce qui se passe, évidemment, au Moyen-Orient, l'horreur absolument totale, et en face de ça, un politique qui donne le sentiment d'être un peu démuni dans sa capacité à donner des réponses simples à des questions simples que tout le monde se pose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit? Alors on peut réfléchir aux stratégies, on va dire positives, comment essayer de retrouver un peu de lueur d'espoir. Et en réfléchissant, je me disais au fond, il y a plusieurs stratégies. On pourrait essayer de se replier sur sa vie personnelle, la sphère privée. Après tout, rendre heureux les siens, c'est déjà un très bel achèvement dans la vie. On pourrait foncer tête baissée dans le domaine économique, faire de l'argent, la réussite professionnelle, attendre que les nuages passent. Ça pourrait être aussi l'engagement politique. Et puis finalement, ce week-end, j'ai trouvé une lueur d'espoir. Et j'ai vu ces gens qui étaient pour collecter des denrées alimentaires pour la banque alimentaire. Il n'y avait pas que des retraités, il y avait des jeunes aussi. Oui. Et là, je me suis dit, il y a la matière vraiment à reprendre espoir, le sens de la solidarité, l'envie de faire du bien aux autres, de servir le bien collectif, magnifique. Philippe Bilger.
Ça laisse de l'espoir. Alors, malheureusement, je vais m'accabler, Bruno. Je crois que vous avez raison. Ça peut être un destin dans la vie d'aujourd'hui d'être généreux, de penser aux autres. Malheureusement, je dis à mon grand détriment que ça n'est pas le destin que je serais capable de choisir. L'idée de créer du bonheur autour de soi, dans son cercle intime, éventuellement en venant dans des espaces médiatiques privilégiés, quand on rencontre Cécile et Philippe, ça peut être une chance. Mais malheureusement, cette générosité pour les autres, sans compter, elle existe chez beaucoup de jeunes, d'ailleurs, notamment. Mais est-ce qu'elle suffit pour nous rendre heureux? J'en sais rien. Jean-Michel Fauvergue. Je crois que l'altruisme, c'est beau quand même, ça donne de l'espoir. Je crois que Philippe Bilger est trop modeste. Je pense que déjà. C'est bien la première personne qui le dise. Hein. Oui, exceptionnellement. Je le dis exceptionnellement. Il a un truc à demander, c'est pour ça. C'est faire partager l'expérience. L'expérience, c'est déjà une belle chose, et Philippe en a, il l'a fait partager, et c'est déjà quelque chose d'important et d'intéressant pour les plus jeunes d'entre nous. Comme on peut les aider effectivement de la manière dont vous avez dit, Bruno. Moi, je pense que effectivement, il faut aller vers les autres, il faut être altruiste. Mais je pense aussi qu'il faut refaire aussi société chez nous, et qu'il faut qu'on arrive à rebâtir ces valeurs communes que l'on a. Et pour ça, il nous faut retrouver notre courage, en fait. En réalité. Mais Philippe Bilger, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous en ce qui vous concerne. Ah si, je vous promets. Non mais vous auriez pu rester chez vous. Je pourrais m'occuper de vous sans problème. Oui. Pour des raisons parfaitement idéalistes. Oui, absolument, mais pourquoi pas, je note. Ça peut être intéressant. Ce que je veux vous dire, c'est que vous auriez pu rester chez vous, à rien faire, à écrire vos bouquins. Vous avez monté un institut de la parole, ce qui aide aussi les gens. C'est un partage de compétences. C'est pas tout le monde. Voilà, tout le monde ne le fait pas non plus. Cécile, c'est purement égoïste. Il faut bien comprendre que des êtres comme moi font tout ce qu'ils peuvent pour oublier qu'ils vont mourir. Je suis sérieux là. Ouais. Mais vous permettez, Cécile, que je pose une question. Bruno, ce qui m'inquiète dans votre analyse, c'est qu'au fond, vous n'avez proposé aucune issue politique. Non, parce que, comme je l'ai dit, le politique, pour le moment, me semble dans une sorte d'incapacité, bien qu'il fasse beaucoup de choses. On ne peut pas non plus caricaturer que le politique ne fait rien, c'est absolument faux, c'est faux. Mais il est dans l'incapacité d'apporter des réponses simples à des questions simples que se pose tout le monde. Pourquoi je vis dans un pays riche et je galère ? Pourquoi ce sentiment d'une crise sans fin? Quand est-ce qu'elle a commencé? Où est la sortie? Le déclassement. Le déclassement, voilà. Mais Bruno Cotresse, est-ce que finalement, ce que vous annoncez là, forcément, c'est l'engagement personnel. Hein. Est-ce que il faudrait pas que chaque Français ait par an un minimum de jours à offrir à l'autre, cet engagement naturel? C'est une très belle idée. Moi, je suis partisan aussi d'une autre idée qui serait aussi des journées qui seraient un peu dédiées à l'instruction civique. Oui. De se rappeler au fond ce qu'on doit aux institutions, voilà, quelque chose qui a à voir avec le civisme. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, pourquoi doit-on demander tout le temps aux politiques ou à l'État je galère, qu'est-ce qu'ils ont à me proposer pour que je ne galère plus Pourquoi ne se retourne-t-on pas vers notre propre responsabilité en disant, voilà, l'État nous a donné un certain nombre de choses, en particulier une éducation. Et peut-être parce qu'il y a des gens qui sont perdus, Jean-Michel, parce que peut-être que nous, on est capables, il y a plein de gens qui sont peut-être un peu démunis. Est-ce qu'il y a plein de gens comme ça? Je sais pas. Est-ce que c'est l'histoire de la foule à poule? Alors, est-ce que c'est un État qui aide trop, qui fait qu'à un certain moment, ça déresponsabilise? Ou est-ce qu'on est déresponsabilisé parce qu'on sait que l'État va aider? Enfin, bon, je sais pas trop. En réalité, dans le discours que dit Bruno, on peut se poser cette question-là, mais le discours que dit Bruno, c'est de la responsabilité personnelle, c'est-à-dire d'aller aider les autres, c'est de la responsabilité personnelle. Ce que fait Philippe Bilger, et encore, il est trop modeste, c'est aussi de partager les choses, c'est de la responsabilité personnelle. Ouais, ça existe. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut se responsabiliser aussi. Mais la responsabilité individuelle, elle est nourrie par l'éducation et l'apprentissage, l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs. Ça, c'est vrai. C'est pour ça. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur le tour de l'actu de Jean-Michel Fauvergue. On parle de quoi dans un instant avec vous? Alors, on va parler de la jurisprudence Balladur qui a vécu et du cas de Dupond-Moretti. On en parle dans un instant. Petite pause. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et pour être bien accompagné, on est bien accompagné. Bruno Cotresse est avec nous, Philippe Bilger, bien entendu, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID et ancien député. Et vous, au 0826 300 300, nous étions sur finalement le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Jean-Michel Fauvergue, la parole est à la défense. Oui, vous savez que mercredi, il va y avoir le jugement pour dans l'affaire Dupond-Moretti, la Cour de justice de la République. Et aujourd'hui, je voudrais traiter un peu de ce sujet-là, mais assez rapidement. Et je voudrais revenir sur la jurisprudence Balladur. La jurisprudence Balladur, c'est le Premier ministre de l'époque, Balladur, qui avait demandé à ses ministres qui étaient mis en examen de démissionner. Et cette jurisprudence a fait beaucoup de mal. Et est-ce qu'elle est valable aujourd'hui ? Eh bien, je pense que non, dans la mesure où une mise en examen, c'est juste la continuation, et je pense que Philippe Bilger va pas me contredire là-dessus, la continuation d'une enquête, sauf que c'est une enquête qui a été faite par les policiers et les magistrats sous l'autorité du parquet, et là elle est faite sous l'autorité d'un juge d'instruction. Donc c'est toujours la même enquête qui se poursuit, donc il n'y a aucune raison de démissionner après, plutôt qu'avant, plutôt que lorsqu'il y a une enquête générale faite par les policiers ou par les gendarmes. Ça c'est la première des choses. Et puis la mise en examen, c'est l'ouverture de droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une mise en examen, on a le droit d'aller voir son dossier, ce qu'on n'avait pas le droit auparavant, et en particulier votre avocat a le droit de voir le dossier et à mieux vous défendre. Donc on est parti d'une espèce d'idée que la mise en examen était déjà une condamnation. En réalité, on est loin de la condamnation, et de la même manière, dans la mercredi, la Cour de justice européenne va se prononcer, elle va donner son verdict. Aujourd'hui, pour l'instant, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, n'est pas condamné. Et mercredi, il aura une condamnation de première instance, parce qu'il peut toujours faire appel à la Cour de cassation. Sur la Cour de cassation. Oui. Pas d'appel, sur la Cour de cassation. Et à partir de ce moment-là, quand la Cour de cassation, s'il y a un recours devant la Cour de cassation, si on est dans le jugement définitif, ça n'est qu'à ce moment-là que on est condamné et que la présomption d'innocence tombe. La présomption d'innocence, il faut la respecter. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, s'il est condamné, et si c'est le cas, bien évidemment qu'il devra démissionner. On se retourne vers Philippe Bilger. Oui, Philippe Bilger. La parole est à monsieur l'avocat général. Que d'argutie de la part d'un haut personnage de la police, ancien député. Non, mais j'ose à peine vous contredire devant le soutien qui vous est apporté par un haut policier. Mais votre raisonnement, mon cher Jean-Michel, non, mais sérieusement maintenant, je le trouve un peu discutable. Parce que vous voulez critiquer la jurisprudence Balladur, mais regardez par quoi on l'a remplacé. Est-ce que vous considérez que la situation d'un Dupond-Moretti, par exemple, aurait été plus néfaste à la démocratie lorsqu'il, mis en examen, on l'aurait fait partir, qu'aujourd'hui, où on a l'impression d'une totale indécence depuis que sa situation judiciaire est mise à mal. Donc, je suis étonné de la part d'un républicain comme vous, mais parce que j'aime beaucoup Jean-Michel et ça me fait toujours un peu de peine quand il se trompe. Sauf que, c'est énorme. Monsieur l'avocat général, sauf que dans votre raisonnement, je veux bien penser et croire tout ce que vous me dites, mais dans votre raisonnement, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, et en particulier pour Dupond-Moretti. En fait, en réalité, qui a déposé plainte contre Dupond-Moretti ? Des magistrats. Syndicats de la magistrature extrême gauche, c'est eux qui ont déposé plainte. Qui a instruit l'affaire ? Des magistrats. Qui sont les gens qui ont regardé les recours ? C'est des magistrats. Et qui va juger ? Ce sont des magistrats et des parlementaires. Est-ce qu'on peut faire parler parce qu'il y a une expertise dans ce domaine comme chercheur. La présomption d'innocence est un point capital d'un régime politique démocratique. Que ça soit l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité, c'est absolument fondamental dans un système démocratique qui protège la liberté individuelle. Par contre, c'est vrai qu'il y a le raisonnement juridique, mais il y a le raisonnement politique. Le raisonnement politique, c'est vrai que nous, on mesure que beaucoup pensent que les hommes politiques ne s'appliquent pas à eux-mêmes
les mesures ou les sanctions qu'il propose pour le reste de la société. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant, en plus que ça tombe sur le garde des Sceaux. Petite question, Jean-Michel Fauvergue. Attendez, juste, pas du tout. Quel est le chef d'entreprise qui démissionne parce qu'il est mis en examen? Il y en a de plus en plus à l'étranger. Si c'est son entreprise, ça dépend. Mais est-ce que ça ne perdure Oui, pardon. Non, est-ce que ça ne perturbe pas la vie politique, en fait? Est-ce que la mise en examen ne perturbe pas? Et deuxième question, on ne parle pas de démission. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de mise en retrait? Pas de démission. Alors, il y a eu des mises en retrait de dossiers. Il y a des dossiers qui sont partis chez la Première ministre. Il y a des dossiers dans lesquels Dupond-Moretti, en tant qu'ancien avocat, avait eu à en connaître. Et ça, c'est tout à fait sain et c'est normal. Maintenant, perturber la vie politique. Vous croyez qu'aujourd'hui, la vie politique est perturbée par ça, ou elle est plus perturbée par le cinéma que nous font en permanence la France Insoumise ou d'autres? Oui, mais bien sûr, mais en matière de confiance. Oui, mais je voudrais poser une question. Si jamais il était condamné mercredi et qu'il se pourvoit en cassation, est-ce qu'il doit quitter son poste mercredi ou attendre la décision de la Cour de casse? Moi, je crois, on peut tout attendre d'Emmanuel Macron qui déteste la magistrature. Mais je n'ose penser que si Dupond-Moretti était condamné, il laisserait la magistrature être dirigée par un ministre condamné. Ce serait un véritable scandale. Non, mais il sera condamné après la cassation. S'il est condamné. Bruno, c'est inimaginable. On a plus le temps. Effectivement, ça serait assez inimaginable qu'Emmanuel Macron prenne ce risque. J'ai envie de vous dire, suite au prochain épisode, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Allez, vous restez avec nous. Mercredi soir, ça va être génial. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, puisque ce matin, Sabrina Agresti-Roubache s'est déclarée favorable à l'inscription au casier judiciaire de la consommation de drogue. On va en parler avec Bruno Bartocchetti, qui est secrétaire national unité GP Police Force ouvrière pour la région Sud. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Une simple amende contre les consommateurs de drogue, est-ce que c'est vraiment dissuasif? Il faut aller beaucoup plus loin, c'est important de pouvoir les sanctionner, il faut aller beaucoup plus loin. On en parle dans un instant, vous avez vos réactions 0826 300 300, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Je peux vous assurer que Les Vraies Voix, ça réfléchit aujourd'hui. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Oui. Parlons des consommateurs. J'en ai souvent parlé. Des amendes délictuelles sont en place. Oui. On est d'accord. Mais pourquoi ne pas inscrire ces condamnations, ces amendes sur le casier judiciaire? Moi, je suis favorable, c'est un délit. C'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Vous allez le proposer, le gouvernement va le proposer? Je sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, moi, dès que c'est mis sur la table, et je vous dis, c'est le rôle du Parlement aussi. Est-ce que vous allez mettre ça sur la table au Parlement? Je pense que ça va être mis sur la table au Parlement et je le souhaite. Et un homme tué dans son lit, victime d'une balle perdue près d'un point de deal à Dijon ce week-end. Un enfant de 10 ans dans le quartier de Pisevin à Nîmes cet été. Les homicides et tentatives d'homicide pour trafic de drogue ont bondi de 57% cette année, vient d'annoncer le patron de la police nationale. Et ce matin, Sabrina Agresti-Roubache était l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Elle s'est déclarée donc favorable à l'inscription de ces amendes pour consommation de drogue sur le casier judiciaire des fameux consommateurs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça pourrait dissuader certains consommateurs, ceux qui ne sont pas accros ou ceux qui pourraient perdre leur emploi en ayant un casier judiciaire, de ne plus consommer de stupéfiants? Est-ce que vous pensez que on ne s'en prend pas assez aux consommateurs avec cette simple amende, puisque s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic de drogue? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution de s'attaquer aux deux maillons de la chaîne ou pas? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, est favorable à l'inscription au casier judiciaire des amendes pour consommation de drogue. Vous dites que c'est une bonne idée à 42%, une mauvaise idée à 18% et que c'est inutile à 40%. Et pour en parler, notre expert du
jour. Bruno Bardocchetti, secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, bonne idée. Je dirais que, en ce qui me concerne, je continue à approuver tout ce qui va permettre de faire de la drogue un moindre mal. J'ai bien conscience, je ne suis pas enthousiaste, on n'a pas une politique, j'allais dire, positive, on n'est pas en train de gagner le combat contre la drogue, mais tout ce qui est fait, notamment par Gérald Darmanin, paradoxalement avec ses amendes, était une bonne chose, parce qu'avant, on ne poursuivait pas pratiquement les consommateurs de drogue. Je vous coupe, alors que la loi de 70 aurait dû faire qu'on les poursuive. Vous avez raison, comme d'habitude. Mais la loi n'était pas appliquée. Absolument, la loi, c'était compliqué, il y avait le soin, et donc, à partir du moment où l'amende, qui paraît-il, n'a pas un très fort versement. J'ai cru comprendre que c'est de 200 euros. Combien 200 euros. Oui, mais le taux de recouvrement est faible. On est à 35 ou 40% par là. Mais tout de même, ce qui n'est pas mal, l'inscription au casier judiciaire des amendes me paraît constituer un petit plus dans la possibilité d'une prise de conscience. Je dis pas que ça va modifier, mais ça va dans le bon sens, me semble-t-il. La parole est à la police. Jean-Michel Fouvergue. La France, c'est 17 millions de consommateurs qui ont déjà tâté à minima une fois. Ça fait un Français sur 4, toutes classes d'âge confondues, c'est énorme. Donc un Français sur 4 qui aurait un casier judiciaire, déjà pour commencer. Là, on en est là. Et un Français sur 4 dans tous les secteurs, y compris au Sénat, si vous voyez. Ça veut dire qu'ici dans le studio, il y a forcément quelqu'un qui a touché au moins une fois. Mais on sait qui. Ouais. En tout cas, moi je le sais. Mais parlons de cette amende pénale forfaitaire. L'amende pénale forfaitaire a été votée en 2018, j'étais là, je l'ai votée. Elle devait s'élever à 300 euros. Il y a eu un amendement dans notre majorité à l'époque pour dire non, c'est trop, on va à 200 euros. Nous, on a essayé de mettre un amendement à 1200 euros, on n'est pas arrivé. Donc, on a baissé cette amende forfaitaire. Mais ce que je voulais dire et qui me paraît beaucoup plus important, c'est que cette amende pénale forfaitaire, elle s'adressait à tout type de drogue, à tout type d'individu, de délinquants, et quel que soit le grammage, le nombre de grammes qu'on avait. Or, dans une circulaire, la direction des affaires criminelles des grâces, d'une circulaire de 2020, en page 8, au sommet de la page, l'administration a réduit la portée de cette amende pénale de manière tout à fait illégale. C'est-à-dire que l'administration de la justice a fait en sorte que cette portée diminue. Alors avant que de mettre tout ça sur les casiers judiciaires, etc., rétablissons, moi je demande à la ministre de rétablir la loi telle qu'elle a été votée, c'est-à-dire une amende pénale forfaitaire pour tout type de cam, de drogue, qu'on soit récidiviste, et quel que soit le nombre de cas. Alors évidemment, si vous tombez sur 30 kilos de cocaïne, vous n'allez pas faire une amende pénale forfaitaire. Oui, ça c'est sûr. Petite trait d'humour, puisque à cette question, êtes-vous favorable à l'inscription au casier judiciaire des amendes pour consommation de drogue? Jackie Bordage nous dit ça va réduire le nombre de candidats à la présidentielle. Pour nos Cotresse. On ne rentrera pas, mais tant que chercheur au Célipop, vous nous éclairer. Mais c'est difficile d'avoir un point de vue assez radical sur cette question, parce qu'au fond, c'est vrai, effectivement, tout dépend de quel type de drogue. Est-ce que ça va des drogues les plus dures de la drogue, c'est de la drogue, au cannabis? La consommation de cannabis, certains parlaient de la dépénalisation de la consommation de cannabis. Il y a certains pays européens qui y sont passés. C'est une problématique un petit peu plus générale. Par exemple, il y a certains pays européens qui pénalisent la prostitution. Oui, comme la France. Voilà. Celui qui bénéficie, qui paye le service d'une prostituée risque une condamnation. Alors qu'en Allemagne ou en Espagne, c'est légal avec des maisons closes. Il y a aussi, on voit qu'on est sur une problématique un peu plus large. Donc moi, je ne sais pas ce que ça donne une société qui aurait un casier judiciaire aussi long. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? Je pense que le plus
le plus important aux yeux de tout le monde, c'est quand même de stopper les trafics des drogues les plus hard, les plus durs. C'est quand même ça le cœur du sujet. Oui, mais s'il y a des consommateurs, il y a forcément des trafiquants. S'il y a réciproquement. C'est une surtout, il n'y a jamais de consommateur pur. Il a lui autour de lui un trafic. Et on va faire la synthèse avec Bruno Bartocchetti, entre Bruno Cotresse qui s'appelle comme vous et Jean-Michel Fauvert qui était policier comme vous. Et le juge de paix, qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Bartocchetti? Vous êtes secrétaire national de l'unité SGPFO pour la région Sud et donc à Marseille où on connaît les problèmes de trafic de drogue. Oui, alors c'est un vaste sujet, et puis je viens d'entendre beaucoup de choses très intéressantes sur le plateau. Maintenant, ce qui est très important aussi d'ajouter, c'est que au-delà du montant de l'amende qui s'adresse à l'endroit des consommateurs, il faut retenir que vous en avez 60% qui ne les payent pas. Ouais. Alors, c'est très, très intéressant, bien sûr, et je suis favorable à une inscription sur un casier, mais ce sera un plus, et on doit aller de plus en plus loin, de plus en plus fort à l'endroit des consommateurs. J'ai entendu dire aussi qu'on comparait, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, le consommateur avec la prostitution, ce sont des sujets différents. Dans la prostitution, ou même chez les dealers, vous avez des personnes qui sont prises de gré, de force, en tout cas dans cet étau. Le consommateur, personne ne l'oblige à consommer. Donc je crois qu'il va falloir quand même bien le responsabiliser, et toujours plus fort, en fait. De plus en plus fort, lorsqu'un automobiliste perd un point avec son permis et 90 € d'amende, bien, ça peut commencer à le calmer. Et ça va de plus en plus fort quand il voit ses points se diminuer. Et je crois que là, en revanche, il n'y a pas à discuter. Lorsqu'il se fait flasher, il paye son amende. Il y en a très peu qui passent à travers les mailles du filet, alors que les consommateurs passent à travers les mailles du filet. Alors le danger également, en s'en prenant aux consommateurs, parce qu'il y a toujours aussi, il faut aller toujours beaucoup plus loin, c'est que le consommateur, on le voit, se déplace moins, et c'est le dealer qui se déplace et qui vient vers l'acheteur, d'où ces guerres de territoire. Donc c'est pour cette raison que le sujet n'est pas aussi simple, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on doit, dans la pédagogie, à l'endroit des consommateurs, les sanctionner. Ça fait partie de la pédagogie de sanctionner dans notre pays, parce qu'on a pris beaucoup de retard sur l'autorité. C'est un sujet tabou dans notre société, tellement tabou qu'on a pris beaucoup de retard, et ça doit passer, à mon sens, par la sanction. Et responsabiliser un consommateur, ça peut commencer bien sûr à son plus jeune âge à travers de l'information dans les milieux scolaires, mais aussi par une sanction de plus en plus forte, je dirais, à l'endroit de ceux qui ne comprennent pas. Mais il faut que l'amende soit appliquée. Il faut qu'on puisse aussi retenir à leur endroit le paiement de ces amendes. Vous voulez plus de sanctions comme Bruno Bartocchetti, ou vous dites qu'on ne peut pas mettre un casier judiciaire à un Français sur 4 comme Jean-Michel Fauvergue? Appelez-nous au 0826 300 300. Alors c'est étonnant parce qu'on a un auditeur qui nous dit, Tapaton, qui nous dit très mauvaise idée, car un petit consommateur occasionnel de cannabis se retrouvera avec un casier alors qu'il n'est pas, il est plus souvent inoffensif. Pourquoi ne pas appliquer cette idée aux buveurs d'alcool? Voilà. Oui, moi je pensais bien qu'on aurait cet argument qui arriverait très vite. C'est un argument classique. Et à ce moment-là, pourquoi la consommation d'alcool n'est pas pénalisée, sauf l'excès de consommation d'alcool dans certaines situations, au volant en particulier, est pénalisé. Ou même dans la rue pour ivresse publique. Moi j'ai... Parce que visiblement, enfin peut-être aussi parce que le trafic, l'alcool ne fait pas de mort, hein, ce qui n'est pas le cas avec le trafic de drogue. Il fait de mort au volant. Oui. Non mais de mort, c'est-à-dire de règlement de compte. Justement, c'est ça aussi. Justement, suite à cette réflexion-là, qui est tout à fait pertinente. Ah, merci. Oui, Cécile. Ça faisait longtemps, j'attendais ce mot. Il veut être approuvé. Hein. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, et suivez-moi bien, c'est est-ce qu'on veut se battre contre la drogue, le produit drogue, ou est-ce qu'on veut se battre contre les gens qui vendent de la drogue? Qui aujourd'hui nous embête le plus? Est-ce que c'est le produit de drogue? Alors ça embête au niveau santé. Ou est-ce que ce sont ces gens qui vendent de la drogue, qui règlent leurs problèmes à coups de Kalachnikov et qui nous drainent sur la voie publique entre 40 et 60% de la criminalité. Les craquettes dans le 19e arrondissement de Paris perturbent gravement le voisinage. Donc, oui, donc il faut savoir... Pour souvent de la mauvaise drogue en plus, visiblement. Souvent des mauvais produits. Oui, donc il faut savoir contre quoi on se bat. Ça, c'est la première question. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. La deuxième chose, je reviens sur le casier judiciaire, l'inscription au casier judiciaire. Oui, pourquoi pas, bien sûr, y compris d'un Français sur 4. Hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas, mais y compris d'un Français sur 4. Mais
Pourquoi faire? Est-ce qu'on peut le faire réellement? Et à quoi ça sert? Est-ce que véritablement on va être viré de son boulot parce qu'on a quelque chose sur le casier judiciaire? Ça dépend du bulletin. Justement, je vais non pas contredire mon point de vue initial, mais le fragiliser, si j'ose dire. Parce qu'en réfléchissant à la suite de ces observations très pertinentes, on dit souvent que celui qui consomme de la drogue, il n'est pas perdu à partir du moment où il peut continuer une activité professionnelle. Et donc, si en effet l'inscription au casier de la consommation de drogue risque de dissuader l'employeur là, il y a peut-être un souci tout de même. S'il faut choisir entre l'emploi qui à peu près le stabilise et la perte de l'emploi qui va le faire devenir complètement dépendant, j'avoue que l'alternative est tragique. Il faut des chroniqueurs exceptionnels pour y répondre. Allez, 0826 300 300, Baptiste est avec nous de Carmaux. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. On vous écoute. Du coup, en fait, moi, je voulais interagir avec vous par rapport à ce débat. Je suis un ancien militaire. Je suis jeune, j'ai 25 ans. Et moi, je trouve que c'est un très grand problème de l'inscrire au casier judiciaire. Car en ayant parlé avec plusieurs collègues, en étant allé au lycée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a beaucoup de drogues, on va dire, qui circulent dans ces milieux scolaires. Et je pense qu'une inscription au casier judiciaire pourrait porter beaucoup plus préjudice, et je ne pense pas que ça soit la solution. Mais par contre, comme disait sur l'émission, une amende forfaitaire au cas par cas, on vient surtaxer en fait petit à petit suivant le nombre de personnes, suivant le nombre de grammes qu'il y a. Je pense que ça serait beaucoup plus préjudiciable envers ces jeunes que plutôt l'inscrire au casier judiciaire. Oui, merci Baptiste. C'est ce qu'on disait avec Philippe David en préparant cette émission, de se dire que lorsque vous vous faites toper forcément avec et quand il y a une prise de sang, ça dépend aussi peut-être du niveau, et si vous avez fumé il y a une semaine ou il y a 2 heures. Ça dépend si vous êtes au volant ou pas au volant. Après il y a un aménagement des cas aussi. Parce que le cannabis reste, le THC, le tétrahydrocannabinol reste longtemps détectable. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais, il faut savoir que ce que l'on veut en termes de lutte, est-ce qu'on veut lutter contre le produit, et avec 17 millions de personnes et 4 millions de manière régulière, ça va être dur, et on les a dans tous les pans de la société, y compris des gens qui travaillent et qui sont... voilà. Est-ce qu'on veut lutter contre le produit, ou est-ce qu'on veut lutter contre ces gens-là qui vendent ce produit, qui nous tuent des gens dans la rue et qui sont... voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bruno Bartocchetti, on a l'impression qu'on tente tout depuis la loi de 70, qui a donc plus de 50 ans. Mais quand on regarde les faits, aux Pays-Bas, il y a des coffee shops, c'est légal, et en proportion de la population, il y a 6 fois moins de fumeurs de cannabis, et je ne sais pas pour les drogues dures, qu'en France. Comment expliquer cet échec ? Alors, je ne sais pas si on peut comparer les Pays-Bas et la France. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je crois que d'ailleurs, il me semble qu'ils en reviennent un petit peu. Donc, peut-être que leur politique n'est pas forcément l'exemple à prendre. Je ne suis pas sûr. On en revient un petit peu aux Pays-Bas sur la dépénalisation ou la légalisation. Et d'ailleurs, c'est très dangereux parce que si on prend l'exemple de ces coffee shops, est-ce qu'on ne va pas trouver justement un tourisme supplémentaire autour des stupéfiants en France? Quel va être le niveau du THC dans le produit qu'on va vendre? Il y aura toujours une vente supérieure de produits encore plus nocifs, et les dealers n'iront pas pointer au chômage. Donc je crois qu'il va falloir continuer à travailler justement et à responsabiliser les consommateurs. Alors là, on parle des consommateurs. Bien évidemment, on sait très bien que le problème ne doit pas être pris en priorité par les consommateurs. On doit lutter de toutes les façons sur ce phénomène-là. Maintenant, est-ce qu'au Canada, aujourd'hui,
on continue la dépénalisation dans le cadre des stupéfiants. Je ne le pense pas. Donc ça veut dire que ça montre aussi les limites de ces ventes libres. Et je ne suis pas sûr qu'on va éduquer en France les consommateurs en leur permettant de consommer librement. Je crois que ce serait peut-être dangereux et ce serait même un gros problème sanitaire qui est déjà existant dans notre pays d'ailleurs avec ces trafics de stupéfiants. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous, un secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Merci beaucoup.